Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui une petite vidéo, une information sur les risques gaz. Je m'appelle Jackie Grison, je suis fondateur de la société Esprit Gaz, plus particulièrement chargé de la recherche de réseaux et de la recherche de fuites sur les réseaux aériens et souterrains. Cette demande avait été faite par des industriels chez qui j'animais des formations et qui souhaitaient faire vérifier leur réseau, mais qui ne trouvaient pas de société pour le faire. Nous avons donc créé la société Esprit Gaz, qui va assurer tout ce qui est prévention et sécurité gaz dans les établissements recevant du public et les industries. Le constat que nous avons fait, c'est que depuis début 2014, près de 200 incidents liés à une fuite de gaz sur les réseaux privés ont été recensés. Dans 70% des cas, les entreprises ont dû cesser leur activité. Cette petite formation donc, va contribuer à acquérir ou renforcer pour certains les connaissances en matière de prévention sécurité gaz dans les locaux recevant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Tout d'abord, pour bien se prémunir des risques, il faut déjà connaître le produit, donc connaître les gaz, et connaître bien évidemment les risques qui y sont liés. Nous allons commencer donc par les caractéristiques des gaz. Gaz naturel, gaz propane, qui sont les deux gaz les plus répandus sur le territoire. Donc quelques caractéristiques, on va voir les principales. La formation, composition, densité, les limites d'inflammabilité. La formation du gaz naturel et du propane. Donc ce sont des planctons, des micro-organismes qui se sont déposés au fond des océans, en bordure des continents, et qui sont amassés en couches successives. Les couches successives ont créé une pression sur ces micro-organismes et sont passés de l'état solide à l'état gazeux ou liquide, puisque on trouve aussi dans la roche-mère, bien souvent, ce n'est pas systématique, mais on va trouver également du pétrole. On peut trouver pétrole plus gaz ou seulement des gisements de gaz. C'est dans ces gisements de gaz naturel qu'après traitement, on va récupérer tout ce qui est butane et propane. Donc, une grande partie des GPL sont issus des gisements de gaz naturel. Les gaz naturels et les GPL, butane, propane, sont des combustibles fossiles. Donc, ils sont créés à la suite de dégradation ultime des végétaux. Ils sont principalement composés de carbone et d'hydrogène, dans des proportions diverses. Donc vous voyez ici, on vous a mis quelques gaz naturels qui proviennent de différents gisements, et dessous butane, propane, donc les GPL. Donc vous pouvez constater que, en fonction des gaz naturels, la proportion de méthane, donc le CH4, varie. Donc vous avez les composants du gaz naturel qui varient également. C'est-à-dire que tous ces gaz-là n'ont pas tout à fait exactement le même pouvoir calorifique. Un exemple, vous voyez Algérie-Fos et Algérie-Montoire, qui sont des gaz qui sont issus du même endroit, qui sont transportés par méthanier, mais comme le chemin est plus court, maritimement parlant, entre l'Algérie et Fos-sur-Mer, qui se trouve du côté de Marseille, ou Montoire de Bretagne, qui se trouve près de Saint-Nazaire, vous avez une partie du gaz naturel qui passe à l'état gazeux, qui est d'ailleurs récupéré pour faire avancer le navire, mais tous les éléments constitutifs du gaz ne s'évaporent pas de la même manière. Ce qui fait que ça fait chuter, en fonction du temps où le navire est en mer, ça fait chuter le taux de méthane. Voilà. Ce qu'on peut constater également, c'est que contrairement au gaz de ville qu'on a connu en France il y a 50 ans, tous les gaz naturels, ainsi que les GPL, aucun de ces gaz ne comporte du monoxyde de carbone. La densité des gaz. Alors, la densité des gaz est très importante. C'est donc le rapport entre une masse d'un gaz
par rapport à la masse des mêmes volumes d'air pris dans les mêmes conditions de pression et de température. Alors pourquoi c'est important pour nous? C'est que tout simplement, en fonction de la densité du gaz, nous allons faire des recherches soit dans les parties hautes, soit dans les parties basses. Par exemple, nous voyons que la densité du gaz naturel est de 0,6, entre 0,55 et 0,6, tandis que le propane a une densité de 1,5. C'est-à-dire que le gaz naturel est plus léger que l'air, il va avoir tendance à partir plutôt vers les parties hautes, de stagner dans les parties hautes, tandis que le propane, lui, on va le trouver plutôt dans les parties basses. Le butane, lui, a une densité de 2, donc il est encore plus lourd que le propane. En temps normal, on pourrait penser que la différence entre un gaz lourd et un gaz léger, donc c'est une densité de 1, c'est-à-dire la densité de l'air, c'est pas tout à fait ça, puisque certains gaz ont une densité comprise entre 0,9 et 1, donc devraient se comporter comme des gaz légers, plus légers que l'air, et en réalité se comportent comme des gaz lourds. C'est le cas de l'acétylène, mais surtout du monoxyde de carbone, qu'on va aussi bien trouver dans les parties basses que dans les parties hautes, malgré qu'ils aient l'un et l'autre des densités inférieures à 1. Les limites d'inflammabilité ou d'explosivité, les deux termes sont utilisés, vous verrez dans les documents, soit limite LI, limite inférieure d'inflammabilité, ou LIE, limite inférieure d'explosivité. De toute façon, les chiffres sont là. Ici, vous avez 0% de gaz, ici 100%. Donc sur l'échelle de 0 à 100%, vous avez deux chiffres, deux limites. La limite inférieure, pour le gaz naturel, qui est de 5, la limite supérieure, qui est de 15. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire qu'ici, entre 0 et 5, on a trop d'air, pas suffisamment de gaz pour avoir une inflammation. Entre 15%, qui est la limite supérieure, et 100%, on a trop de gaz, pas assez d'air, on n'a pas d'inflammation possible également. Tandis que entre 5 et 15, c'est notre zone d'inflammabilité. Le rapport stoichiométrique, c'est-à-dire le mélange parfait pour la combustion, se situe à 9%. Je parle bien des limites d'inflammabilité, je ne parle pas des risques, parce que bien évidemment, que vous soyez ici ou ici, les risques sont très importants. Donc, nos chiffres, nos valeurs, 5,15 pour le gaz naturel, 2,9 pour le propane et pour le butane. Si vous prenez l'acétylène, et les chiffres sont un peu les mêmes avec l'hydrogène, ça va de 2 à 85, c'est-à-dire que si vous avez une fuite d'acétylène, il y a de grands risques pour que vous soyez dans la zone d'explosivité. Conditions d'activation d'un feu gaz. Il nous faut 3 éléments, donc un combustible, compris bien évidemment entre la limite inférieure et la limite supérieure d'inflammabilité, un comburant qui est de l'oxygène, et une énergie d'activation. Ici c'est cri chaleur, mais le vrai terme est énergie d'activation, parce que ce n'est pas forcément la chaleur qui va nous créer la combustion. Cette énergie d'activation peut être donc soit la température de la source, supérieure ou égale à la température d'inflammation. C'est tout ce qui est étincelle, flamme. Température du mélange, supérieure ou égale à la température d'auto-inflammation. Si vous avez le bon mélange air-gaz et qu'il est porté à une certaine température, vous allez avoir une combustion spontanée. C'est de l'ordre de 600 degrés pour le gaz naturel. Vous avez ici énergie minimale d'inflammation atteinte et dépassée. Dans cette énergie minimale d'inflammation, vous allez trouver par exemple les téléphones portables. Vous savez qu'un téléphone portable, quand il est à côté d'un poste de radio ou de télévision, quand il est en recherche du réseau, il envoie des ondes. Et ces ondes sont des énergies
ces énergies minimales d'inflammation sont suffisantes pour enflammer le mélange. Hein, il suffit de le voir dans les stations-service. Maintenant, ils vous demandent de ne pas avoir sur vous votre téléphone portable, justement à cause des vapeurs d'essence. La combustion du gaz naturel. Pour pouvoir brûler 1 mètre cube de gaz naturel, il vous faut 10 mètres cubes d'air théorique. Comme on a 20% en gros d'oxygène, pour brûler 1 mètre cube de gaz naturel, il vous faut 2 mètres cubes d'oxygène. Dans les produits de combustion, vous allez avoir 1 mètre cube de gaz carbonique, CO2, 2 mètres cubes de vapeur d'eau, H2O, et 8 mètres cubes d'azote, c'est les fameux 8 mètres cubes qu'on a déjà dans l'air théorique, qui traversent la combustion et qu'on retrouve dans les gaz brûlés. Les risques liés au gaz et à l'environnement. Donc parmi les gaz, les risques qu'on connaît, vous allez avoir l'inflammation, l'explosion, anoxie, intoxication et tous les risques liés à la pression. Bon, on trouve dans le gaz, mais qu'on va retrouver de la même façon avec l'air comprimé. La présence dans l'atmosphère de ces différents gaz va varier en fonction de la proportion de gaz dans l'atmosphère, de la pression du gaz et de son état physique, liquide ou gazeux. Les risques ont été divisés en 3. Les premiers, les risques physiologiques, ceux qui touchent à la personne, l'intoxication, l'anoxie, la surdité. Concernant la toxicité des les gaz distribués actuellement, que ce soit les GPL ou bien les gaz naturels, ne sont pas toxiques. Les intoxications sont dues à l'inhalation des produits résultant d'une mauvaise combustion. Des appareils de chauffage non entretenus, des chauffe-eau. Alors, cette production de CO, vous allez la retrouver bien évidemment avec tous les combustibles, charbon, fioul, chaque fois qu'il y a combustion. Combustion complète sans excès d'air, vous avez de l'air, le gaz naturel GPL, ça passe dans le brûleur, et vous retrouvez le gaz brûlé, du CO2, H2O et l'azote, la même chose que lors de notre respiration. C'est ce qu'on rejette également dans l'atmosphère. Si je viens à supprimer mon arrivée d'air, je vais manquer d'air primaire. Donc à la sortie de mon brûleur, les flammes vont s'allonger, elles vont aller rechercher un maximum d'oxygène à la sortie du brûleur, mais elles n'en auront pas suffisamment. La flamme va devenir jaune orangé. Dans les gaz brûlés, j'aurai toujours mon gaz carbonique, ma vapeur d'eau et l'azote, mais également j'aurai du monoxyde de carbone. Concernant les effets du monoxyde de carbone sur l'organisme, on va prendre un exemple. On va prendre par exemple un taux extrêmement bas de monoxyde de carbone de 0,04%. Regarde ici, on voit qu'au bout de 3 quarts d'heure, on commence à en ressentir certains effets. Je continue, à 1h30, toujours avec le même taux, nous allons avoir des maux de tête, des nausées. Un peu plus de 2 heures, ça commence à devenir très dangereux. Au bout de 4 heures, c'est la mort assurée. Donc vous voyez bien ici ce simple schéma avec un taux de monoxyde de carbone qui est extrêmement bas. Si ça se produit la nuit, vous vous endormez ici et vous ne vous réveillez plus. Attention donc au risque de monoxyde de carbone. L'anoxie. Alors l'anoxie, c'est le manque d'oxygène. C'est pas d'intoxication, c'est simplement du manque d'oxygène. C'est-à-dire qu'on vient de voir, on a 80% d'azote dans l'air, et on respire bien, normalement. Si je remplace, et si on rajoute 10%, donc avec 90% d'azote dans l'air, j'aurai moins d'oxygène et je passe en atmosphère oxycrive. Jusqu'à 19% d'oxygène dans l'air, on ne le ressent pas, on vit normalement. Par contre, à partir de 16%,
On commence à avoir l'altération des fonctions intellectuelles et bien sûr l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, puisque l'organisme va compenser le manque d'oxygène en accélérant le rythme. Arrivé à 11%, on a des troubles de la conscience et les réflexes atténués. Dès qu'on atteint 6%, c'est l'arrêt respiratoire instantané et donc la mort assurée. La surdité, c'est un risque qu'on prend en compte depuis quelques années. C'est aperçu que, notamment sur des fuites, lorsqu'il y avait des pressions, notamment à partir de Cap-Vert, certaines fuites sur certains réseaux, on monte dans les aigus, dans l'échelle de bruit, on peut atteindre très facilement le seuil de la douleur, de 120 décibels. C'est un petit peu comme si vous étiez à côté d'un avion qui décolle. Voilà pour les risques physiologiques. Les risques thermiques. Dans les risques thermiques, on va retrouver l'inflammation, l'explosion et les brûlures. Bien évidemment, le contact avec le gaz liquéfié, gelure et tout, ça concernerait plutôt le gaz naturel liquéfié, hein, qui est à moins 160 degrés, avec des GPL en phase liquide. On va ressentir le froid, mais pas au point d'avoir des gelures si ça reste un peu de temps. L'inflammation, on va retrouver le même schéma que précédemment. Quand j'ai mes trois éléments qui sont réunis, j'ai donc mon inflammation. Température de point chaud, température du mélange, donc supérieure à la température d'auto-inflammation, et toujours mon énergie fournie par la source. L'explosion. Pour qu'une explosion se crée, on a besoin de 6 conditions. Bien sûr, toujours besoin de combustible, de comburant et d'une source d'inflammation. Il faut bien sûr que mon combustible soit dans le domaine de l'explosivité, compris entre la LIE et la LSE. On ait un produit en suspension, soit gaz, aérosol ou poussière. Et bien sûr, qu'il y ait confinement. C'est ce confinement qui va faire que souvent on a un incendie si c'est à l'air libre, ou bien une explosion si ce mélange-là est dans un local fermé. Vous avez ensuite les risques mécaniques. Comment on distribue des gaz qui sont toujours, bien évidemment, avec une pression supérieure à la pression atmosphérique. Un dégagement inopiné des gaz peut engendrer des effets brutals du jet de gaz ou des projections diverses, pierre, la terre, l'outillage de l'animal. Il faut savoir qu'on a plus d'accidents avec des très basses pressions, tout simplement parce qu'on se méfie moins, qu'avec des pressions élevées. Même une pression de 21 millibars en gaz naturel suffit pour transporter des limailles et de la terre et provoquer des lésions au niveau des yeux. La détection. Bien sûr, pour se prémunir des risques gaz, on va devoir faire de la détection. Premièrement, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, contrôle de l'atmosphère. Donc c'est un appareil qui va nous dire s'il y a un risque ou non dans la pièce où nous nous trouvons. Recherche et localiser une fuite sur la canalisation enterrée sur des ouvrages en élévation. Et bien sûr, contrôler la mise en gaz combustible et 100% gaz lors d'une mise ou remise en gaz à réseau. Ça, c'est l'heure de travaux sur les installations. Vous allez avoir deux définitions que vous trouvez souvent dans les documents et qui peuvent prêter à confusion. Atmosphère explosive, explosiveux. Atmosphère explosive, bleu, c'est l'atmosphère susceptible de devenir explosive. C'est ce qu'on appelle un risque potentiel. Atmosphère explosive,
le mélange d'air et la substance inflammable est dans une proportion telle qu'elle est suffisante pour produire une explosion si on est en présence d'une étincelle ou d'une flamme. Voilà différents détecteurs de gaz, essentiellement des explosivètres. Vous avez différentes marques, différents modèles. Vous avez des appareils comme ceux-ci qui sont plutôt destinés à la protection individuelle. Celui-ci aussi, mais vous voyez qu'il ne va pas se contenter de faire une mesure de gaz inflammable. Il va regarder aussi si vous êtes en présence de monoxyde de carbone. Il va vous donner votre taux d'oxygène et un autre gaz qui peut être l'hydrogène sulfuré ou un autre. L'intérêt de l'explosimètre, c'est qu'il réagit à la présence d'éléments combustibles dans l'atmosphère, même à l'état très dilué. C'est-à-dire qu'avec très peu de gaz, l'appareil va nous le détecter. Il permet d'en apprécier non pas la quantité en valeur. Cet appareil-là n'est pas en mesure de vous donner la quantité de gaz en valeur absolue, mais le pourcentage de la LIE, c'est-à-dire comment vous vous situez par rapport à la limite inférieure d'explosivité de ce gaz. Donc il indique donc directement la marge de sécurité existante pour toute valeur de la teneur en gaz combustible pour lequel il est étalonné. Les détecteurs utilisés par les opérateurs, soit des intervenants en charge de consignation, tous ceux qui sont amenés à travailler sur le réseau, sont des détecteurs portables à double objectif. C'est-à-dire que dans un même boîtier, vous avez la fonction explosivètre, mais vous avez également la fonction catharomètre. C'est un appareil en 2 cadrans. Ici, vous avez sur le même appareil, il vous indique LIE. Quand on dépasse la LIE, il passe automatiquement en catharomètre, c'est là avec la fonction gaz, et c'est indiqué ici. Puis vous avez un bar graphe cet appareil CR1 qui va vous indiquer votre pourcentage de gaz. La différence entre l'explosivètre et le catharomètre, l'explosivètre va pouvoir vous détecter tous les gaz ou vapeurs combustibles. Ça peut être du gaz naturel, du butane, du propane, mais également des vapeurs de huile spirit, de térébenthine, enfin, toutes les vapeurs que nous connaissons. On va l'utiliser pour faire un contrôle d'atmosphère, contrôle du 0% gaz. Donc, lorsqu'on intervient sur une canalisation, il va pouvoir nous dire, effectivement, votre canalisation, vous pouvez travailler dessus, il n'y a plus aucun risque puisqu'on est à 0% gaz. On va l'utiliser aussi pour faire de la localisation, la localisation de fuite sur les canalisations aériennes. Étendue de la mesure de 0 à 100% de la LIE du gaz d'étalonnage. Le gaz d'étalonnage qui est écrit dessus. Le catharomètre, lui, il ne va vous détecter un seul gaz, le gaz pour lequel il a été étalonné. Donc on va l'utiliser pour faire de la recherche de fuite sur canalisation intégrée et des contrôles 100% gaz. Très utile quand vous remettez un réseau en service. Voici les plages d'utilisation des appareils. Donc ici, de 0% à la limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité, c'est le rôle de l'explosimètre. Lorsque vous êtes à 0% gaz, il va vous indiquer bien évidemment 0. Lorsque vous atteignez la limite inférieure d'explosivité, il va vous indiquer 100%. C'est-à-dire que vous avez ici 100% de danger. Le catharomètre, lui, va vous analyser le pourcentage de gaz du 0% jusqu'au 100%. Mais pour un gaz et un seul, celui avec lequel il a été étalonné. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'explosivètre, on dit que l'explosivètre est un indicateur de risque potentiel. Puisqu'il n'est pas en mesure de vous donner les quantités de gaz détectées. On l'utilise il peut être utilisé dans les locaux, ce sont des appareils à sécurité intrinsèque, pour identifier une situation éventuellement dangereuse, quelle que soit la nature du gaz. La détection passe donc par des phases d'analyse de la situation et d'évaluation des risques.
Dans une pièce, on n'a jamais un mélange homogène. On l'a vu avec la densité des gaz. On peut avoir du gaz qui va être plutôt en partie basse, plutôt en partie haute. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la situation et l'évaluation des risques. Le captaromètre, quant à lui, on va l'utiliser pour la recherche et la localisation de fuites par sondage. Sa plage s'étend de 0 à 100% du volume de gaz pour lequel il a été étalonné. Là encore, le gaz de référence est indiqué sur l'appareil. Précautions à prendre lors de l'utilisation de certains détecteurs. Comme vous avez pu voir précédemment, vous avez des détecteurs avec la prise du moins qui se trouve dessus, d'autres où les capteurs sont devant. C'est-à-dire que quand vous le portez, ça va vous lisez, mais si vous l'utilisez pour autre chose, c'est-à-dire pour contrôler une fuite, pensez bien à diriger les capteurs vers l'endroit que vous voulez analyser, même si vous ne voyez pas ce cadran-là. De toute façon, si vous avez une présence de gaz, une présence de danger quelconque, vous avez ces parties-là qui vont s'allumer et vous avez un buzzer qui va vous prévenir. Alors, ça aussi, sur d'autres détecteurs, la nature du gaz d'étalonnage peut varier en fonction des exigences de l'acheteur. Donc, lorsque vous achetez ce type d'appareil, soyez très vigilant au gaz d'étalonnage. Ça influence après sur les résultats de la mesure. Les contraintes réglementaires. La réglementation dans les locaux recevant du public. Vous avez pour les ERP, c'est le contexte réglementaire de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Vous avez l'article GZ30 de l'arrêté du 23 janvier 2004, dans les vérifications techniques, qui vous précise que les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent les installations de distribution de gaz. Elles ont pour objet de s'assurer de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz. Ce qui implique de faire une recherche d'étanchéité, en principe tous les ans, sur vos canalisations, qu'elles soient enterrées ou aériennes. Ensuite, vous avez le code du travail. Ça, c'est plutôt au niveau des sites industriels. Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés sur une périodicité appropriée. Vous voyez que là, c'est très vague. C'est le chef d'établissement qui va décider de la périodicité de ces contrôles. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. Et la périodicité des contrôles et interventions sont consignés dans un dossier qui est annexé au dossier de maintenance des lieux de travail. Il peut être, on peut vous demander de le présenter lors de certains contrôles. Que faire en présence d'une fuite ou d'odeur de gaz? Consigne de sécurité gaz. Vous avez deux cas de figure. Soit la fuite de gaz est non enflammée, ou bien elle est enflammée. Dans le cas où elle ne l'est pas, en présence d'une odeur de gaz, évitez tout ce qui est flamme et étincelle, bien évidemment, ne pas fumer, et ne pas actionner d'interrupteurs, de boutons poussoirs, éclairage, téléphone. Et bien sûr, n'utilisez aucun appareil électrique ou électronique. Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment et que vous sentez l'odeur à l'intérieur, il faut ventiler le plus possible en créant des courants d'air, en ouvrant les portes, les fenêtres, tout simplement pour éviter d'atteindre la limite inférieure d'explosivité. Si on peut fermer l'arrivée du gaz, bien sûr, ne vous privez pas, faites-le. Et bien sûr, ensuite, appelez les secours en vous éloignant de la zone. Il n'est pas question d'utiliser son téléphone portable en présence de gaz. Si,
Contrario, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment et que vous sentez une odeur de gaz venant de l'extérieur, c'est un des cas où, bien évidemment, il faudra fermer les portes et les fenêtres. Et appeler le service de dépannage. Si vous ne connaissez pas le numéro, faites le 18 ou le 112. De toute façon, les numéros de dépannage de distributeurs de gaz et des pompiers sont interconnectés. Donc si vous appelez l'un, systématiquement le second sera. Dans le cas d'une fuite de gaz enflammée, donc là encore, si vous pouvez, fermer l'arrivée de gaz, couper le gaz, la flamme s'éteindra d'elle-même. Il n'y a aucun risque, contrairement à une idée reçue, que la fuite rentre dans le tuyau et provoque une explosion. Si vous coupez le gaz, la flamme s'éteindra d'elle-même. Et alertez les pompiers. En aucun cas, vous ne devez éteindre le feu. Tout simplement, puisque les flammes ont porté certainement certains éléments, soit de la structure du bâtiment ou autre, à une température supérieure à la température d'auto-inflammation du gaz. Si vous éteignez le feu, le gaz va continuer à sortir. Vous avez des éléments qui sont chauffés à plus de 600 degrés et qui vont réallumer. Donc voilà. Attendez l'accord des secours pour regagner votre logement. Comment fermer le gaz? Vous repérez le coffret allumé gaz. Sur certains, vous avez une plaque. Sur d'autres, vous ne l'avez pas. Si vous avez un coffret de type rouge avec un bouton poussoir, vous le percutez. Bien souvent, vous avez des consignes quand même qui sont à proximité, qui vont vous indiquer comment couper le gaz. Si c'est dans un coffret avec un compteur, vous fermez tout simplement l'arrivée du gaz. Voilà pour ce qui concerne les risques gaz. Les attentes de nos clients. Vous avez deux connaissances. Les connaissances statiques. Pour commencer, mon réseau est-il conforme à la réglementation en vigueur? On ne va pas attendre l'accident avant de voir si son réseau est conforme. Je dois connaître son positionnement précis pour mieux l'exploiter et prévenir tout risque d'endommagement lors de travaux. Bien évidemment, sur tout site où on a des canalisations de gaz enterrées, on doit en connaître l'emplacement précis. Je dois m'assurer de l'identification, de l'accessibilité des organes de coupure pour intervenir rapidement en cas de sinistre. Donc, ce qui implique d'avoir à minima une cartographie de vos installations de gaz où dessus figurent les organes de coupure à manœuvrer en cas de problème. Et ensuite, vous avez la connaissance dynamique de votre réseau. C'est mon réseau est-il étanche? Présente-t-il des dangers graves immédiats? Des points de corrosion? Est-il suffisamment protégé par de la peinture ou des protections mécaniques? Et les supports qui le maintiennent en partie haute sont-ils en bon état? C'est bien souvent les risques majeurs qu'on rencontre sur ce type d'installation. Donc notre société Esprit Gaz répond aux objectifs d'amélioration continue de la sécurité de votre site par un examen de votre réseau intérieur de gaz naturel. Il représente la solution pour identifier les dangers graves immédiats, les anomalies, les non-conformités de votre réseau, qu'ils soient aériens ou enterrés. De ce fait, il participe à la lutte contre les gaz à effet de serre en supprimant les émissions de gaz naturel en atmosphère. Il faut savoir que le gaz naturel est 21 fois plus polluant que le dioxyde de carbone, le gaz carbonique dans l'atmosphère. Notre métier, la localisation des réseaux gaz enterrés. Bon, on a les possibilités de vous localiser vos réseaux, qu'ils soient métalliques, comme l'acier, le cuivre, la fonte, ou non métalliques, de type polyéthylène, par exemple. Ensuite, nous faisons de la recherche de fuite sur les réseaux de canalisation enterrés ou aériennes. Nous sommes équipés d'appareils ultrasensibles, puisque le seuil minimum de détection est de l'ordre d'un ppm, c'est-à-dire réparti par million.
On détecte, localise les fuites et procède à la mise en sécurité des personnes et des biens, dans le cas de la présence d'une fuite avérée, et bien sûr la mise en place de mesures conservatoires. Les vérifications visuelles des parties aériennes, nous allons contrôler donc tout ce qui est organes de coupure, les points de corrosion ou d'agression mécanique, la faiblesse des supports. On va regarder également l'état des peintures et des protections, la protection passive. Les avantages de nos méthodes, sont des méthodes destructives qui ne nécessitent pas de coupure la plupart du temps. On ne fait pas de coupure le temps de la recherche. S'il y a une coupure, c'est éventuellement s'il y a une fuite importante avérée. C'est rapide et fiable, et nous fournissons un rapport d'intervention sur lequel vous allez trouver l'état de votre réseau. Pour la localisation des réseaux gaz enterrés sur des réseaux métalliques, nous allons utiliser des détecteurs électromagnétiques et des détecteurs acoustiques sur les canalisations polyéthylènes. Notre société vient de s'équiper également récemment d'un radar géologique qui vous scanne vous fait le scan du sous-sol en vous indiquant où se trouvent les différentes canalisations. Pour la recherche et la localisation de fuite, nous avons un détecteur de méthane par spectroscopie laser et des détecteurs donc infrarouges du type exposimètre, catharomètre pour la recherche de fuite sur les réseaux aériens et éventuellement par sondage sur les réseaux souterrains. Nos clients sont tous les établissements possédant des réseaux de gaz naturel, butane, propane, voire même biogaz, soit raccordés au réseau public ou possédant des unités de stockage. Ça concerne les industries et les établissements recevant du public, les ERP, tout ce qui est collectivité, les crèches, les écoles, collèges, lycées, bâtiments publics, les commerces, cafés, restaurants, et autres, et les établissements de santé, les sites militaires. Donc nous sommes intervenus déjà un certain nombre de fois au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental Charente-Maritime, des mairies, des industriels, et nous avons été faire récemment de la recherche de fuite en Polynésie, pays où on retournerait bien volontiers. Les livrables sont constitués des rapports d'intervention sur lesquels vous avez trouvé des segments de réseau localisés, classés par indice de fiabilité, EAC, c'est-à-dire en fonction de la précision de la localisation du réseau. Les fuites identifiées localisées, classées par indice de dangerosité, et d'un plan minute papier et d'un plan Google Maps, qui peut vous indiquer non seulement les fuites et le passage de votre réseau. Toutes ces informations liées à votre projet sont stockées sur votre espace client sécurité. Vous y trouverez devis, factures, projet de recherche de réseau, de fuite, compte rendu d'intervention, ainsi que les plans normés et les cartes online partageables. Voilà, on a fait déjà l'objet de quelques parutions sur la presse. Je pense avoir répondu à un certain nombre de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Vous pouvez me contacter par l'un ou par l'autre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.